Premier tour des législatives vers la dernière ligne droite, toutes les structures s'accordent à dire que tout est fin prêt pour un bon déroulement du scrutin de Kaya-Kidal. Le dispositif sécuritaire a été conçu pour que le vote se déroule en toute quiétude. La 4e session de la Cour d'assises 2013 s'ouvrira lundi ici à Bamako. Au total, 80 affaires seront jugées. Les infractions contre les mœurs vont dominer ces assises. Nous sommes samedi 23 novembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République vient de décorer le professeur John Stas. John Stas a été élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Mali. Professeur d'université de son État en exercice aux États-Unis, John Stas a beaucoup œuvré au renforcement de la coopération scientifique entre son université et les institutions de recherche alimentaire dans notre pays. Le professeur, à sa sortie d'audience, est au micro de Alouseni Touré. Professeur John Stas, au nom de la ville du Mali, nous vous faisons officier de l'Ordre national du Mali. Je suis vraiment ému. J'ai une profonde gratitude, non seulement pour l'honneur qui est très grand, mais pour la collaboration qu'on a pu avoir ici avec tous nos partenaires maliens depuis 28 ans, qui a rendu cet honneur possible. Parce que c'est pas un honneur pour moi, c'est un honneur pour toute une grande famille malio-américaine, même multinationale, qu'on a pu réunir autour de nos programmes de collaboration avec le Mali. Et c'est à eux aussi qui appartient cet honneur. Ça continue, des programmes de collaboration avec les différentes institutions maliennes, telles que l'IPR de Katibougou, l'IER, les différentes structures dans le ministère du développement rural, pour mettre en place des programmes de formation. Par exemple, on a aidé l'IPR à créer une filière agroéconomie, dont la première promotion est sortie cette année. On a aidé dans la planification de la recherche agricole avec l'IER. On a formé pas mal de Maliens à notre université et avec les programmes de formation à courte durée ici au Mali. Donc, plusieurs programmes qui vise à augmenter la production agricole et d'analyser et aider le Mali à mettre en place les politiques agricoles plus performantes. C'est ce dimanche que les Maliens sont appelés aux urnes pour élire les 147 députés à l'Assemblée nationale. Ce scrutin important sera suivi par des centaines d'observateurs internationaux, dont ceux de l'Union européenne. Le chef de la mission d'observation de l'Union européenne, Louis Michel, qu'on ne présente plus, s'est entretenu cet après-midi avec le président de la République. Au total, l'Union européenne va déployer plus d'une centaine d'observateurs sur le terrain. Louis Michel, à sa sortie d'audience au micro de Bourama Traoré. L'objet, c'est évidemment que je suis ici pour présider la mission d'observation électorale pour les législatives, puisque j'ai déjà mené la mission d'observation électorale pour les présidentielles. Il est évident que le président est bien conscient que c'est une élection essentielle pour parachever le retour progressif à l'ordre constitutionnel. Son élection était un élément fondamental au départ, c'était une condition vraiment nécessaire. Aujourd'hui, c'est une deuxième condition nécessaire de réussir les élections législatives. Et puis après, l'Assemblée devra travailler à un projet, à une reconsolidation de tout l'appareil d'État. Et le président est évidemment extrêmement sensible aux enjeux et aux défis qu'il a à relever. Il y a la question de l'unité du pays, de la question des problèmes qu'il y a au nord. Il faut régler toutes ces questions-là. Il est indiscutablement très volontaire sur la question. Je pense qu'il il veut vraiment s'engager et vraiment, pour lui, ce qui est important, c'est un Mali uni et fort.
Vient de prendre fin à Niamey la conférence sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments organisée par la Fondation Tatali Yali de la Première Dame du Niger. La conférence a abouti à la déclaration de Niamey. La Première Dame, Madame Keita Aminata Meiga, a pris part à cette importante rencontre aux côtés de ses sœurs du Niger, du Burkina Faso et de la Centrafrique. Le point avec nos envoyés spéciaux Ndeye Sissoko et Brahima Koulibaly. On ne le dira jamais assez, les médicaments de la rue tuent. Car, loin de leur pouvoir de guérison, ces médicaments contrefaits exposés au soleil et à la poussière sont vendus par des gens qui ne savent ni écrire ni lire et qui ne se basent que sur les images d'emballage pour jouer à l'apprenti pharmacien. Toute chose qui interpelle sur les dangers que cela peut causer sur la santé des populations. À Niamey, en organisant cette conférence de haut niveau sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments, la Fondation Tatali Yali, qui signifie prendre soin de la famille, voulait converger toutes les actions pour une lutte efficace contre le fléau. Et même si de nos jours il est difficile d'évaluer un nombre les victimes, il ressort qu'elles sont trop nombreuses dans nos pays. Ajoutons qu'il s'agissait aussi de mettre la femme en première ligne en l'impliquant dans ce combat combien difficile. D'où la présence à cette rencontre des premières dames du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de la République centrafricaine. En signant la déclaration de Niamey, chacune s'engage à mobiliser les décideurs en faveur du renforcement des mesures en matière de lutte contre les médicaments contrefaits. Néanmoins, il faut reconnaître que le peu qui est fait en la matière apporte des résultats importants. À titre d'exemple, en juin dernier, l'Organisation mondiale des douanes OMD et l'Institut de recherche anti-contrefaçon de médicaments IRACM ont initié une opération douanière d'une ampleur jamais égalée dans 23 pays africains. Résultat, interception de plus d'1 milliard d'articles et en particulier 550 millions de doses de médicaments illicites potentiellement dangereux, voire mortels. Les experts recommandent donc une approche régionale pour une synergie d'action, une législation forte en la matière, la modernisation des douanes africaines pour le partage efficace des informations. Des projections de films, des témoignages d'artistes de renommée internationale ont permis à l'Assemblée de mieux cerner le problème. À chacun de nous donc de prendre conscience pour que les faux médicaments quittent définitivement nos rues. Je vous le disais, la dernière ligne droite pour les législatives, la sensibilisation de la jeunesse malienne pour des législatives apaisées. Le sujet était au centre d'un atelier de formation ici à Bamako. La rencontre est une initiative du projet d'appui au processus électoral du Mali et du ministère de l'administration territoriale. Et la rencontre a regroupé plus de 200 jeunes des différentes associations du Conseil national des jeunes. Moussa Fani. Le projet d'appui au processus électoral du Mali, PAPEM, et le département en charge des élections veulent une implication des jeunes dans les prochaines législatives. Selon les deux structures, la mobilisation des jeunes devra permettre de gagner les paris de la transparence et de l'apaisement lors de ce scrutin. L'avenir de ce pays nous appartient. Et c'est le moment ou jamais de se donner la main pour sauver ce pays-là. De se donner la main pour aider le pouvoir en place, puisque nous avons mis un président de la République en place qui est en train de se battre pour que ce pays puisse avancer. Je crois que nous devrons l'aider pour qu'il puisse nous aider. Quand on parle de construction nationale, on ne pense pas à nos papas et à nos mamans qui sont dans le troisième âge. C'est nous qui constituons justement cette force capable, non seulement d'être porteurs de changement, d'être porteurs d'initiatives, mais il faudrait pour cela que cette force-là soit positivée et qu'elle soit justement transformée pour que nous soyons de véritables acteurs de la transformation sociale. Le ministre de l'administration territoriale, Moussa Sinko Koulibaly, a invité les jeunes à jouer leur partition pour le bon déroulement des élections législatives du 24 novembre prochain. Je saisis cette occasion pour réitérer ma disponibilité et mon engagement ferme à soutenir la jeunesse malienne dans son combat pour un Mali fort, prospère et apaisé. Aussi, j'invite la jeunesse à plus d'union, de cohésion et d'entente. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et les PAPEM ont réitéré leur soutien aux autorités pour la bonne tenue des élections.
Ces législatives font l'objet d'une minutieuse attention de la part des observateurs nationaux et internationaux. À la veille de cet événement, le réseau ONG d'appui au processus électoral a organisé une conférence de presse. L'APEM attend déployer demain plus de 3000 observateurs et 200 superviseurs dans tout le pays. Suivons Ibrahim Sango, qui est le président du réseau et porte-parole en même temps du poste, au micro de Mohamed Ould Mamouni. Nous avons des constats à la veille du premier tour de ces élections. Comme motif de satisfaction, nous pouvons retenir le caractère inclusif des élections législatives à venir, avec des candidatures émanant des partis politiques, d'alliances de partis politiques et d'indépendants. Le climat apaisé dans lequel s'est déroulée la campagne électorale pour le premier tour de l'élection législative. Les opérations de transfert des électeurs réalisées du 15 au 31 octobre 2013 sur l'étendue du territoire national. Comme insuffisance, nous avons noté le passage des messages de sensibilisation à la télévision nationale qui n'a pas tenu compte des heures d'écoute. Une présentation insuffisante des femmes sur les listes des candidatures. En termes de recommandations, aux candidates et aux candidats, le poste recommande de respecter le code de bonne conduite des partis politiques et des candidats aux diverses consultations électorales au Mali. Éviter toute déclaration prématurée quant à leur victoire avant la proclamation officielle des résultats. La plateforme de veille des femmes pour les élections sans violence et équitable dans notre pays, en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale, a organisé une journée de sensibilisation pour inciter les femmes à aller voter pour ces législatives. La journée a été également l'occasion pour les organisateurs de rappeler les étapes du vote pour un vote utile, nous dit Khadijatou Kone. Après des insuffisances enregistrées au cours de l'élection présidentielle, la plateforme de veille des femmes pour des élections sans violence et équitable au Mali a organisé une journée de sensibilisation pour une participation massive des femmes aux législatives et également leur a expliqué comment faire de son vote un vote utile. Pendant les élections présidentielles, le nombre de bulletins nuls était vraiment trop élevé. Et donc, vraiment, pour combler ce fossé, nous avons décidé de faire une sensibilisation des femmes sur le vote utile, afin qu'elles comprennent mieux comment voter. Pour éviter encore qu'il y ait beaucoup de bulletins nuls, on va leur demander de sortir encore comme les élections, ou plus que les élections présidentielles pour aller voter, mais surtout de faire des votes utiles. Les femmes du Mali ont décidé de montrer le rôle crucial qu'elles occupent dans le développement de leur pays grâce au combat que mène la plateforme de veille des femmes. Mais pour les législatives actuelles, elles ont quand même une petite réticence due à certaines réalités. Quand un parlementaire va faire la sensibilisation en disant on va vous amener ça dans votre commune, finalement la population, c'est le même slogan, c'est le même langage. Ça va être difficile pour le Malien lambda quand même pour faire un choix. Des démonstrations par le représentant du ministère de l'administration territoriale pour un vote utile a permis à plusieurs femmes présentes de comprendre les étapes du vote et d'avoir des réponses claires aux questions qu'elles se posaient. À Kidal, après la formation des formateurs des délégués de la CENI, le tour revient au président des bureaux de vote et assesseurs d'être formés. La formation a surtout concerné sur les rôles qui sont les leurs et les comportements à tenir avant, pendant et après le vote. Avec cette série de formations, les administrateurs de Kidal sont très confiants quant au bon déroulement de ces législatives dans la région de Kidal. Tchemoko Sagara. Ils sont plus de 100 assesseurs et présidents de bureaux de vote des cercles de Tessalit, Tinesako, Abebara et Kidal à suivre cette formation. Une formation assurée par les sous-préfets et supervisée par les préfets des 4 cercles de la région de Kidal. On a essayé de procéder à une nouvelle formation des présidents de bureaux avec des questionnaires bien préparés et des exercices pratiques qui vont leur permettre de cerner tous les problèmes des élections avant, pendant et après. Cette formation vise essentiellement le bon déroulement des opérations de vote du dimanche 24 novembre dans toute la région de Kidal. La façon dont nous sommes neutres, on souhaite que vous aussi vous soyez neutres. Et laissons la chance aux candidats pour que chacun puisse se battre pour gagner.
Les administrateurs de Kidal sont très confiants quant à la réussite d'une élection législative propre et sans aucun incident. Si, en raison des dispositions déjà prises par les forces armées maliennes, Serval et MINUSMA, je crois que ce qu'il fallait craindre, c'est la sécurité. La sécurité étant déjà assurée, je pense que rien ne peut entraver la tenue des élections législatives à Tinésako. Déjà, tous les matériels et documents électoraux sont disponibles. La CENI a déjà formé ses délégués. C'est dire que la région de Kidal est prête pour les législatives du dimanche 24 novembre 2013. À Tombouctou, les forces armées de sécurité, la MINUSMA et l'opération Serval ont pris toutes les dispositions sécuritaires afin que les citoyens puissent accomplir leurs devoirs civiques en toute quiétude. Dans la ville, dans la cité des 333, aussi bien que les cercles de détachement militaire ont été prédisposés pour assurer la sécurité des populations en général et des électeurs en particulier. Compte rendu Adama Djimde. Pour rassurer l'ensemble des acteurs du processus électoral, le commandement militaire de Tombouctou se dit fin prêt. C'est pourquoi il a initié une rencontre de mise à niveau du dispositif sécuritaire mis en place en présence de la MINUSMA et des forces Serval. En tout état de cause, l'armée rassure. Les FAMA plus la MINUSMA ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que cette population soit sécurisée et qu'elle vote dans les meilleures conditions. Et si bien à Tombouctou, Diré, Gundam, Djonké, Tonka, Ber et Agoni. C'est avant, pendant les élections et après les élections. Dans la ville de Tombouctou, les checkpoints ou postes de contrôle ont été renforcés et la police et la gendarmerie patrouillent régulièrement. Des sections ont été prédisposées au niveau des secteurs de Ber, Rarous, Gossi, Bambaramaoudé, Agouni et Aglal. Bref, des éléments sont continuellement en reconnaissance dans le Fagibine aussi bien que le Gourma et le désert. L'objectif est de donner confiance aux électeurs, observateurs et agents électoraux. Le premier tour donc de ces législatives, c'est demain. Plus de 6 500 électeurs vont choisir 147 députés. Les opérations de vote auront lieu dans 20 275 bureaux sur toute l'étendue du territoire. En raison de ces élections, le journal télévisé de la mi-journée sera présenté à 14h et celui du soir à 20h30. Le RTM, comme à son habitude, ne sera pas en dehors de cet événement. Le RTM vous proposera aussi une soirée électorale pour analyser et commenter le scrutin. Une soirée qui commencera demain à 22h. Nous repartons à Gao où les 45 services publics de la région viennent de bénéficier de kits d'équipement de bureau. L'État vient de mettre la main à la poche en déboursant 100 millions de francs CFA, nous dit depuis Gao Daouda Zoumana Traoré. Chaque kit comprend 3 bureaux avec retour, 2 armoires, 12 chaises bourrées, un ordinateur avec accessoires et une imprimante. C'est vraiment un réel sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui parce que, vous savez, les groupes terroristes ont tout emporté. Nous sommes là il y a à peu près 6 mois et c'est aujourd'hui qu'on vient quand même de bénéficier des premiers outils pour notre installation. Nous saluons beaucoup le gouvernement par ce geste qui permet en tout cas de mettre les cadres au travail, parce que vraiment nous en avions besoin. Pour satisfaire ces besoins exprimés par l'administration régionale, l'État a déboursé 100 millions de francs CFA. La cérémonie a enregistré également la mise à la disposition de la population des cercles de Gao, Bourem et Ansongo, 3 ambulances d'une valeur de 120 millions de francs CFA. Elles ont été financées sur le fonds d'appui budgétaire sectoriel ABS. Ces actions hautement salutaires pour la réinstallation de l'administration et le retour des populations déplacées et réfugiées dans la région constituent pour nous la parfaite illustration de la volonté à la fois des plus hautes autorités et des partenaires d'accompagner la région dans la reconstruction. Tous les 45 services étatiques de Gao sont bénéficiaires de ces kits d'équipement de bureau.
L'autre titre phare de ce journal, c'est le démarrage ici à Bamako lundi de la 4e session de la Cour d'assises au titre de 2013. Au total, 80 affaires sont inscrites au rôle. Contrairement à la dernière session, les infractions contre les mœurs prédominent. Le reste des affaires est relatif au vol qualifié, faux en écriture et tentative d'enlèvement de personnes. L'avocat général près la Cour d'appel de Bamako, Idrissa Arizumega, est au micro de Bourama Traoré. Au rôle de cette session, nous avons prévu 80 affaires. En priorité, nous avons pris des dossiers de détenus. Nous avons donc 52 dossiers de détenus. Et le reste, c'est des affaires où les gens ils sont en liberté. Mais comme on le sait, par principe, on ne comparaît jamais libres devant la cour d'assises. Donc ceux qui sont en liberté seront recherchés parce qu'il y a l'ordonnance de prise de corps qui doit être exécutée à leur encontre. Et l'exécution de l'ordonnance de prise de corps suppose leur arrestation immédiate et la conduite à la maison d'arrêt. À l'occasion des sessions précédentes, la prédominance était laissée aux infractions contre la vie, aux atteintes à la vie de la personne. Ça veut dire les infractions d'assassinat, de meurtre, coups mortels, infanticide. Mais cette fois-ci, peut-être le hasard des règlements a fait que c'est les infractions contre les mœurs qui prédominent. Si les atteintes à la vie de la personne sont au nombre à peu près de 26, les infractions contre les mœurs divisées en viol et pédophilie font au total 31. Donc 16 cas de viol, 15 cas de pédophilie. Le reste des affaires se partagent entre les infractions contre les biens, notamment les vols qualifiés où on a cette affaire, et puis les autres infractions comme le faux en écriture où on a cette affaire, faux monnayage, tentative d'enlèvement de personnes. À l'occasion de toutes les sessions et à l'occasion de celle-ci également, tous les dossiers de détenus en état d'être jugés sont pris en compte. Ça, c'est la priorité. Et d'ailleurs, à la dernière session de septembre à Ségou, il n'y avait que des affaires de détenus. Sinon, on a un nombre important. Tout ce que vous voyez de l'autre côté là, c'est des dossiers qui sont en état d'être jugés. On a plus de 400 dossiers en état d'être jugés. À quelques jours du 27e congrès de l'Union internationale du notariat qui se tiendra à Lomé du 27 au 29 novembre prochain, le nouveau président de cette institution a eu une séance de travail avec ses collègues maliens. Les échanges ont porté sur les axes qui vont caractériser son mandat. Garibou Pérou. Le continent africain a pour la première fois le commandement de l'Union internationale du notariat. C'est le Sénégalais Maître Daniel Sédar Senghor qui en est son président. Avant son entrée officielle en fonction à partir du 1er janvier 2014, le tout nouveau président de l'Union internationale du notariat a tenu à rencontrer la Chambre de l'Ordre des notaires du Mali qui a soutenu sa candidature. Une rencontre au cours de laquelle l'homme qui a été de tous les combats pour pousser l'Afrique au sommet dévoile le programme de son mandat dans une grande émotion. Celui preneur d'une inversion de l'incompréhension internationale concernant la valeur économique de l'authenticité par la mise en place d'une démonstration scientifique de ce que peut représenter l'économie sociétale. Aujourd'hui, plus de 40 millions de contrats sont confiés aux notaires de par le monde. Selon Maître Daniel Sédar Senghor, le notariat africain dispose d'une capacité technique bénéfique au reste du monde. L'Afrique est le sanctuaire national en péril des anciennes valeurs de civilisation, de fraternité, de solidarité, de convivialité. L'Union internationale du notariat, depuis sa création en 1948, regroupe 88 pays à travers le monde, dont 16 en Afrique. Le Mali, étant membre de cette union, dispose de 39 notaires. Ils agissent pour le compte de l'État, cela signifie qu'ils possèdent de véritables prérogatives de puissance publique. Un Sénégalais à la tête de cette organisation pour un mandat de 3 ans, c'est l'Afrique qui émerge de la vie des notaires maliens.
Le Mali célèbre aujourd'hui la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Le développement de l'industrie malienne et les opportunités de création d'emplois sont les idées phares de la journée. Une journée qui a eu pour thème la création d'emplois et le développement de l'entrepreneuriat, un moyen pour accélérer l'industrialisation. Adama Kodjo, compte rendu. C'est le siège abritant le Conseil national du patronat du Mali qui a servi de cadre pour la célébration de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Instituée par les Nations Unies en novembre 1989, la journée est une occasion pour les acteurs nationaux intervenant dans le domaine de l'industrie d'échanger sur les questions liées au développement du secteur. Un secteur qui compte environ 500 industries au Mali, très peu par rapport au Sénégal qui comptabilise environ 4000 industries et à la Côte d'Ivoire avec 6000. Le bureau de l'OPI a élaboré un livre blanc de l'industrie qui recense l'essentiel des problèmes vécus par ses membres et propose une vingtaine de solutions susceptibles d'être reprises par le gouvernement et transformées en réformes. Ces propositions permettront de conforter le gouvernement dans sa politique de création d'emplois et de richesses en milieu industriel. La création d'emplois et le développement de l'entrepreneuriat, un moyen pour accélérer l'industrialisation. C'est le thème de cette journée qui prend en compte la nouvelle vision du gouvernement en matière de croissance économique. C'est l'industrie, y compris ses services connexes, qui porte la croissance économique, favorise le développement technique, facilite et encourage la productivité et finalement crée de l'emploi. En relation avec la nouvelle vision du changement dans les secteurs de l'industrie et des mines, l'objectif visé par mon département est d'accélérer la croissance économique et assurer les changements nécessaires pour que l'industrie joue pleinement son rôle d'induction et de modernisation de l'ensemble des secteurs de l'économie. La célébration de la journée a été l'occasion pour les industriels de présenter leurs produits. Le ministre en charge du secteur a pu apprécier les stands installés à l'occasion de l'événement. Le cercle des professeurs agrégés des universités des droits s'agrandit dans notre pays. C'est ainsi que Dr Bakary Kamara vient d'être honoré cet après-midi par ses pairs. C'était au cours d'une cérémonie sobre au rectorat de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, en présence de Nando Dambeli, notre reporter. Ils étaient tous là, recteurs des universités de Bamako et de Ségou, vice-recteurs, doyens des facultés et directeurs généraux d'instituts et des grandes écoles, entre autres, pour célébrer ce qu'ils appellent la victoire éclatante et historique du Mali. Il s'agit de la consécration de Bakary Kamara au grade de professeur agrégé des universités de droit. C'était il y a quelques jours, lors du concours du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES à Brazzaville. Votre brillante consécration confère à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, la plus grande structure de formation en droit du Mali, une place de choix dans notre système éducatif. Dédiant cette consécration à tous ses pairs, le docteur Bakary Kamara sollicite le soutien de tous afin de mieux assumer ses responsabilités. Cette victoire-là, ça vous appartient. C'est vous qui m'avez poussé sur ce chemin. Cette consécration va sans nul doute renforcer la position de notre pays au sein de la communauté scientifique internationale. Autre consécration, Aminata Sidibé, sacrée meilleure animatrice radio-télé de la première édition de l'émission Télé-réalité de la Case des métiers, parmi 6 candidats. Initiée par Fanadé Entertainment, l'activité vise la promotion de l'emploi des jeunes. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui a assisté au spectacle exhorte nos concitoyens à œuvrer dans des initiatives pareilles. Le ministre Mahaman Babi. De plus, car on l'a toujours dit, c'est les vieilles marmites qui font de la bonne sauce, n'est-ce pas? C'est une initiative très heureuse parce que la Case des métiers a permis vraiment de sensibiliser le public sur les différents métiers, particulièrement l'animation, qui n'est pas un métier facile et qui est un métier aussi qui intéresse beaucoup de jeunes. Donc c'est une initiative que nous avons saluée, que nous avons appuyée et que nous allons continuer à appuyer si les organisateurs décidaient de continuer. J'ai été impressionné par leurs prestations
J'ai été impressionné par la prestation de ces jeunes animateurs. Ils ont en moyenne une vingtaine d'années. Pour les candidats, nous avons offert des bourses de formation qui vont leur permettre de se perfectionner encore, parce qu'on apprend toujours, même les plus grands professionnels continuent à s'améliorer. Nous avons, par rapport à Fanadei, comme je l'ai dit au public, nous allons continuer à les accompagner parce que pour nous, c'est une initiative formidable. Le ministre Mahaman Babi au micro de Fademba Keita. Pendant le premier semestre 2013, 646 personnes ont bénéficié des prestations de l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM. Cependant, la structure doit faire face à certaines difficultés. Ces informations ont été données à l'ouverture des travaux de la 5e session de l'Agence nationale d'assistance médicale. Ramata Konaté a suivi la rencontre. La 5e session de l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM enregistre une bonne nouvelle pour les personnes déplacées suite à la crise du nord du Mali. Le gouvernement a retenu la gratuité pour 1 an pour toutes les populations victimes des problèmes du nord, que ce soit les réfugiés ou que ce soit les populations déplacées de l'intérieur. Outre cette aide, les administrateurs vont passer au peigne fin l'état d'exécution des recommandations de la 4e session et les activités menées par l'ANAM pendant le premier semestre 2013. S'agissant de ce dernier point, 646 personnes ont bénéficié des prestations de soins. C'est pourquoi le président du conseil d'administration juge satisfaisant les résultats enregistrés. Je dois dire qu'en dépit des difficultés, le rapport du premier semestre est plutôt positif. Il est positif parce que par rapport à l'exercice précédent, il y a un réel effort de toucher les bénéficiaires. Et il y a depuis octobre des raisons de croire que le deuxième semestre sera un semestre où il y aura encore beaucoup plus d'efforts. En attendant, la structure, selon sa directrice générale, reste confrontée à des difficultés, dont celles liées à la contribution des collectivités. Au niveau des collectivités, c'est le statu quo. Pour 2011, 2012 et 2013, les collectivités doivent au jour d'aujourd'hui plus du milliard à l'ANAM. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu mobiliser un franc. Un manque à gagner qui va certainement jouer sur le volume des bénéficiaires du régime d'assistance médicale et le paiement des contractuels de l'ANAM, a conclu la directrice Zourei Fadimata Maïga. Hier, 22 novembre, c'était la journée mondiale des jeux vidéo. Cette journée, qui est à sa 4e édition, est pour la première fois célébrée dans notre pays. À cette occasion, l'Association pour la promotion des jeux vidéo a organisé un point de presse et il s'agissait de sensibiliser les uns et les autres sur les aspects négatifs et positifs de ces jeux vidéo. Mohamed Ould Mamouni. À Bamako, comme un peu partout au Mali, les salles de jeux vidéo informelles sont créées ça et là. La question est au centre d'une conférence de presse initiée par l'Association pour la promotion du jeu vidéo au Mali. Nous avons franchement des centaines de salles de jeux ici informelles. Les enfants ils jouent, mais ils jouent comment ils jouent, quel type de jeu ils jouent et quel type de jeu est approprié pour quel type d'âge. Notre association a pour but franchement de sensibiliser un peu les joueurs ainsi que les parents. Au cours de cette rencontre, le conférencier du jour a attiré l'attention des parents d'élèves sur la multiplication des salles de jeux informelles dans nos rues. Pour nous, le jeu vidéo, c'est un canal pour utiliser les technologies de l'information et de la communication. Les jeux vidéo ont des avantages certains, mais nous, ce que nous y gagnons, c'est faire en sorte que les enfants, les adultes et les plus vieux puissent baigner dans le monde des technologies de l'information et de la communication. Ces jeux vont permettre de développer la créativité, la réactivité, l'esprit d'initiative. Pour l'édition de 2014, l'Association pour la promotion du jeu vidéo au Mali entend organiser un grand salon consacré uniquement aux jeux vidéo.
La région 12 du Lions Club international constitué par le Mali et le Niger cherche à identifier les besoins des communautés et à élaborer des stratégies en vue de la mobilisation des ressources. À cet effet, un séminaire a été organisé et se tient au CRES de Badalabougou. Nouhoum Sissoko avec la voix de Mohamed Ould Mamouni. Les besoins des communautés ne cessent de croître et les ressources sont rares. C'est partant de ce constat que la région 12 du club international, composé du Mali et du Niger, a initié ce séminaire. Le thème central est identification des besoins communautaires et stratégie de mobilisation des ressources. Il y aura un débat, chacun va donner son idée pour innover, voir par quels moyens il faut pouvoir retrouver ces ressources, parce qu'avant il faut dire que nous avons beaucoup de sponsors. Bien sûr, nous avons notre fondation qui nous aide beaucoup, mais dans le pays, on en a besoin aussi. Et les besoins se font de plus en plus rares par la crise. Donc, on va débattre ce problème et voir maintenant quels seront les moyens que nous pouvons avoir pour encore redynamiser nos œuvres. Pour le représentant du ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires, le Lion Club international a déployé des efforts dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'environnement, ce qui cadre avec les orientations du gouvernement. Les autorités du Mali, à travers notre département de tutelle, peuvent témoigner que pendant plus de 50 ans qu'elle existe au Mali, l'Association internationale des Lions Club a déployé de façon bénévole d'énormes efforts pour mobiliser les ressources et apporter le sourire, la joie et l'espoir à des milliers de Maliens. Ce séminaire vise à renforcer les capacités des membres du Lion Club international dans la poursuite de leurs objectifs, à savoir l'amélioration des conditions de vie des communautés. Les responsables de la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali étaient face à la presse. Cette conférence de presse visait à faire le point sur l'accaparement des terres au Mali et l'ONG qui lutte contre ce phénomène compte sur la presse pour relever ce défi. Cheikh Oumar Sangaré. Cette conférence de presse vise à mieux informer les journalistes sur le phénomène de l'accaparement des terres au Mali. Aussi, les actions menées par l'ONG pour aider les paysans à récupérer leurs terres. L'accaparement des terres concerne le foncier d'habitation et le foncier agricole. Ici, la CAD Mali met un accent particulier sur les cas de la zone office du Niger où un nombre important de paysans n'a plus de terres cultivables. Toujours mettre un accent particulier sur la campagne Stop aux accaparements des terres et puis les objectifs de la campagne qui est d'organiser des journées d'influence auprès du Parlement, auprès des conseils régionaux, auprès des conseils de cercle. À l'issue de cette conférence de presse, nous souhaiterons que la presse soit nos interlocuteurs auprès des autorités nationales. Les confrères ont posé des questions relatives aux stratégies de lutte de la CAD, aux enjeux et perspectives de l'accaparement des terres et autres contrats d'exploitation des sociétés nationales et multinationales opérant dans la zone office du Niger. À toutes ces questions, les responsables de la CAD et leurs partenaires ont donné des éclaircissements. Plus de 29 millions de francs CFA, c'est le coût du projet de renforcement des capacités des femmes de l'association Namagnon de Djenné. Le projet, dont le lancement a eu lieu dans la salle de conférence Mahaman Santara de Djenné, est financé par l'Union européenne et ses partenaires et concerne également l'aménagement des périmètres, la construction et l'équipement d'un centre d'alphabétisation. Mahamar Ibrahim Touré. D'un coût de 29 229 302 francs CFA, le projet de renforcement des capacités techniques et institutionnelles des 80 femmes de l'association Namagnon de Djenné concerne l'aménagement d'un périmètre de 3 hectares, la construction et l'équipement d'un centre d'alphabétisation. Nous demandons le soutien de toute la population du cercle de Djenné pour la réussite des actions pour contribuer au développement local du cercle de Djenné. Les autorités communales, le représentant de la société civile, les chefs de village et les autorités locales ont exhorté les femmes bénéficiaires à faire preuve d'honnêteté et de courage. Que le fonds soit utilisé en bon escient. Il faut éviter le gaspillage des fonds mis à la disposition de ces femmes. C'est pourquoi je tiens à le souligner, à le dire.
On a eu par le passé des cas similaires. Donc je ne veux pas que le cas de ce genre se répète. Le projet rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux organisations de la société civile dans sa phase 2 et est financé par l'Union européenne et ses partenaires. Fin de programme pour le projet d'appui aux communautés rurales en 3e région. Responsables et bénéficiaires étaient réunis à Sikasso donc pour faire le bilan de 7 ans de présence avec un investissement de près de 8 milliards de francs CFA. Daouda Djakité. Après 7 ans d'activité au bénéfice des communautés, l'heure était venue pour le projet d'appui aux communautés rurales PACR de mesurer le chemin parcouru et partager les acquis avec l'ensemble des acteurs impliqués. Un bilan jugé satisfaisant au regard des résultats. On avait des objectifs visant à améliorer l'accès aux services sociaux de base. On devrait réaliser 450 micro-projets. On en a fait 502. En plus de cela, nous avons apporté des appuis à plus de 300 établissements scolaires et sanitaires en matière de réhabilitation, de dotation en médicaments ou en matériel pédagogique, de fonds de roulement. On peut sans trop se tromper dire que Sikasso a bénéficié au moins de 8 milliards à 8 milliards 500 à travers ce projet. Des acquis qui auront permis d'insuffler une nouvelle dynamique aux organisations communautaires et socio-professionnelles à travers le renforcement des capacités et le financement des sous-projets productifs dans 4 cercles et 21 communes de la région de Sikasso. Ce partenariat est d'autant plus à encourager car nous estimons que c'est la seule stratégie vers la pérennisation de nos actions d'une part et leur appropriation par les collectivités et les organisations paysannes d'autre part. Le représentant du ministre du Travail, des Affaires sociales et humanitaires, Abdoulaye Siga Traoré, en prenant la parole, s'est félicité des témoignages éloquents des bénéficiaires directs du projet, avant d'inviter les acteurs impliqués à la consolidation des acquis pour relever les défis de la pauvreté dans les collectivités décentralisées. Le projet d'appui aux communautés rurales a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 38 milliards de francs CFA. La campagne agricole 2013-2014 est moyenne en 2e région en termes de réussite. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les producteurs et la mission de supervision de la Direction nationale de l'agriculture. Brahima Kone. La campagne agricole 2013-2014 s'est déroulée en Dandessi, en 2e région. Elle se caractérise par l'installation tardive des pluies en amont dans le temps et dans l'espace, la normalisation de la situation en milieu de campagne et l'arrêt de la pluviométrie en aval. Cette période a coïncidé avec la phase cruciale des plants, c'est-à-dire la phase de début de maturation, et souvent épuisante pour certaines cultures. Donc cette situation quand même aura comme conséquence d'affecter le rendement escompté pour ces cultures. Les producteurs, les acteurs agricoles et certains responsables des directions nationales et régionales ont tenu une rencontre qui a permis à chacun de mettre son point de vue sur la campagne de cette année. Il y a de ces semis qui n'ont pas réellement donné, mais pour ce qui est le côté maïs et le côté réellement mil dans certaines zones, ont bien marché. De l'avis général en termes de réussite, la campagne agricole 2013-2014 est moyenne avec des poches de sécheresse. Les résultats de l'enquête agricole de conjoncture attendue permettront de confirmer ou infirmer ce jugement. Nous avons constaté qu'au niveau en tout cas de Kati et les autres cercles, il y a des grands regroupements qui sont en train de s'organiser pour faire la culture du maïs. Les producteurs eux-mêmes, ils ont reconnu que ces rendements sont vraiment élevés par rapport aux cultures qui détendent. Les producteurs de coton disent que ce qu'ils vont avoir cette année, ils n'ont pas eu ça l'an passé. Auparavant, la mission avait fait des visites de terrain et des rencontres avec les producteurs dans tous les cercles de la région de Koulikoro. Sport football, coup d'envoi hier de la saison sportive de football 2013-2014. Pour cette première journée du championnat national de Ligue 1, le centre Salif Keita s'est incliné 1-3 devant l'AS Bakarijan de Baraouli. Auparavant, le club olympique de Bamako a battu l'AS Nyanan de Koulikoro par le minimum d'un but à 0 malgré la faible affluence au stade. Koumba Nyambele. À 15 minutes du coup d'envoi de cette journée inaugurale de la saison 2013-2014, l'ambiance est un peu morose au stade Modibo Keita.
Ici, le club olympique de Bamako, habillé en vert, reçoit l'AS Nianan de Koulikoro. Après 2 mois et demi de repos, ces deux équipes préfèrent d'abord s'observer avec quelques occasions pendant les 30 premières minutes, au terme desquelles le club olympique obtient un penalty. Sandé Henry exécute la sentence pour les Olympiens. 1-0, ce score mène à la pause. À la reprise, les COB multiplient les occasions sans pour autant réussir à trouver le chemin des filets. Au finish, les protégés de l'entraîneur Sekou Sek s'imposent par le minimum d'un but à 0. La première journée n'est jamais facile et surtout qu'on n'a pas tous nos joueurs sous la main et encore il y a certains qui n'ont pas eu encore toutes leurs sensations. Donc on va essayer de travailler encore davantage d'ici la deuxième, troisième journée. Et je pense qu'ils ont fait l'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. On a fait un bon match. Et tous les deux équipes ont bien joué. Le football, c'est ça. On n'a pas fermé le jeu. Bon, on a fait un long voyage et puis ça a été un peu fatigant. Mais seulement, on a pris un but au cours du jeu sur penalty. Belle entrée en matière également de l'AS Bakaridjan de Barawili, qui, en déplacement au stade Modibo Keïta, a dicté sa loi sur le centre Salif Keïta par 3-1. La première période de cette opposition se solde par un nul blanc à cause de la maladresse des acteurs. Nous sommes à la 59e minute. Lassana Diarra ouvre la marque sur penalty en faveur de l'AS Bakaridjan. À 10-11, les centristes redoublent d'ardeur et réussissent l'égalisation à la 70e minute, signée Aboubakar Tunkara. 5 minutes plus tard, Djatigi Diarra redonne l'avantage aux visiteurs. Ensuite, le but du 3-1 à la 81e minute par Lassana Diarra. Du coup, il signe son premier doublé de la soirée. Nous sommes à 5 minutes de la fin. Sedoumbay de l'AS Bakaridjan sort pour anti-jeu. À 10-10, c'est sur le score de 3-1 en faveur de l'AS Bakaridjan de Barawili que le référé central Aruna Koulibaly siffle la fin du match. C'est bon pour nous, c'est bon pour le mental de jouer. Ça rassure nos supporters, ça rassure les joueurs. Le travail qu'on est en train de faire, ça sera une continuité. En 30 journées, 16 équipes vont montrer leur savoir-faire au public sportif malien à travers 240 matchs. Coupe de la Confédération, finale allée de la Coupe de la Confédération, le club sportif sfaxien de Tunisie a battu cet après-midi le tout-puissant Mazembe de la RD Congo par le score de 2-0. Les Tunisiens ont pu s'offrir une marge de sécurité avant le match retour prévu à Lumumbashi en RD Congo le 30 novembre prochain. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi pour cause de législative. Le journal télévisé de la mi-journée sera présenté par Mohamed Touré. Au lieu de 13h, le journal vous sera présenté à 14h et celui de soir à 20h30. Et suivra également une soirée électorale pour analyser et commenter le scrutin. Une soirée qui commencera à 22h. Tout cela pour dire que l'ORTM sera présent, l'Office Radio-Télévision du Mali est dans tous les événements qui concernent la vie de la nation. Voilà, bon week-end à tous, au revoir.